Et bienvenue dans Demain l'Europe, l'émission spéciale de France Info consacrée aux élections européennes. Bonjour Marion Maréchal Le Pen. Vous êtes avec nous jusqu'à 9h30. D'abord avec Jérôme Chapuis, nous allons vous interroger sur les questions d'actualité. Et puis deux de nos consoeurs européennes prendront le relais. Bonjour Anna Kowalska, correspondante de la télévision publique polonaise. Elle vous interrogera sur la guerre en Ukraine et l'attitude à adopter face à Vladimir Poutine. Et bonjour à vous Ana Navarro-Pedro. Bonjour. Correspondante de la presse portugaise à Paris. Elle vous parlera notamment d'écologie. Et puis Benjamin Sportouche nous rejoindra à la fin de l'émission pour vous faire préciser certains points. Mais d'abord, Marion Maréchal Le Pen, les Français vous connaissent bien, ne serait-ce que par votre nom ou votre famille. Mais Audrey Tizon va quand même dresser votre parcours politique. Marion Maréchal, vous avez 34 ans. La politique, c'est un héritage, une première apparition sur une affiche de campagne de votre grand-père Jean-Marie Le Pen. À l'âge de 2 ans, vous êtes la nièce de Marine Le Pen. Sans surprise, vous adhérez très jeune au Front National. Vos études de droit, vous les interrompez après le Master 1 car vous êtes élu à l'Assemblée à 22 ans, alors plus jeune député de la 5e République. Isolé dans l'hémicycle aux côtés de 2 autres élus d'extrême droite, vous donnez de la voix, notamment contre le mariage pour tous. Ça a aussi forgé son identité politique conservatrice, estime l'un de vos proches. En 2015, vous manquez de peu de ravir le Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. On vous voit ensuite faire la campagne de Marine Le Pen pour la présidentielle de 2017. Avant de vous mettre en retrait de la vie politique, vous décidez de ne plus utiliser le patronyme Le Pen et vous fondez votre école, l'ICEP, que vous désignez comme un Sciences Po de droite. Votre retour en politique, c'était il y a 2 ans pour soutenir Éric Zemmour à la présidentielle. Il vous confie la tête de liste aux européennes pour Reconquête. Votre ligne, la sauvegarde de notre civilisation. C'est une campagne monothématique d'après vos opposants. Elle parle islamisation matin, midi et soir, tacle un cadre des Républicains, tandis qu'une écologiste vous qualifie de creuse. Crédité de 5 à 7% des intentions de vote, vous flirtez avec le seuil minimal pour obtenir des eurodéputés. Plusieurs cadres de votre parti vous conseillent de muscler votre discours, de taper un petit peu plus sur le RN, votre ancienne famille politique que vous refusez de critiquer frontalement. Alors Marion Maréchal Le Pen, vous ne lâchez pas vos coups contre le Rassemblement national. Vous ne voulez pas insulter l'avenir ? Non, je dis ce que j'ai à dire quand j'ai des choses à dire sur le fond. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas dans les règlements de compte personnels. Je considère aujourd'hui que dans ces élections, mes adversaires principaux, c'est d'abord la gauche, la vraie gauche et la fausse droite, incarnée par les LR qui aujourd'hui siègent dans la majorité d'Ursula von der Leyen, avec les macronistes et avec les socialistes. Et donc, quand j'ai des divergences avec le Rassemblement national, je ne m'en cache pas. Quand on n'est pas d'accord et qu'on s'oppose sur des choses, je dis les choses clairement, mais j'essaye de concentrer, on va dire, mon énergie face à ceux qui aujourd'hui sont dans la majorité au Parlement européen et mènent la politique européenne que je veux combattre. Parce que mon objectif dans cette élection, c'est de construire une nouvelle majorité à droite. Et pour construire aussi cette majorité demain, il faudra probablement travailler avec le Rassemblement national et d'autres groupes, d'autres nationalités. Donc je veux qu'on soit intelligent. J'ai toujours cru en l'union des droites. Je la défendais déjà quand j'étais au Rassemblement national. Je veux pouvoir continuer à la défendre demain, ce qui ne veut pas dire évidemment que Reconquête n'a pas des singularités à défendre. Et alors cet autre point qui était souligné par le portrait que vous faisiez de vous, Audrey Tizon, elle parle d'islamisation matin, midi et soir. Elle est monothématique, c'est ce que disent vos concurrents des Républicains. Pour le dire clairement, est-ce que vous n'êtes pas à côté des préoccupations des Français ? Alors je vais vous le dire, je pense que ces personnes qui critiquent ont peut-être pas regardé les derniers débats que j'ai faits, où on a parlé de tous les sujets européens, de l'énergie à l'écologie, en passant d'effet par l'immigration, voilà. Mais en revanche, je vais vous dire, j'assume aujourd'hui que l'un des moteurs de mon engagement dans ces élections européennes, c'est pour moi le défi vital et existentiel qui est le défi civilisationnel et identitaire. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a plus de migrants qui rentrent sur le sol français que d'enfants qui naissent en Europe. Je pense que je n'ai pas à vous convaincre du chaos migratoire à l'œuvre. Et donc, de ce point de vue, je considère qu'aujourd'hui, oui, l'enjeu vital qui doit conduire une seule question de l'électeur le 9 juin prochain, c'est de savoir est-ce qu'ils veulent que la France reste la France et l'Europe reste l'Europe. Parce que derrière l'immigration, c'est évidemment un changement de culture, de mœurs, de mode de vie, un changement religieux qui est à l'œuvre et beaucoup de conséquences sécuritaires. Dans le détail donc du sujet. Je considère que c'est l'enjeu majeur. Maintenant, vous me dites que je suis à côté de, on va dire... Non, c'est une question qui est posée en fait par vos concurrents. Mais je ne crois pas. Preuve en est d'ailleurs quand on regarde tous les sondages sur les centres d'intérêt des Français ou les moteurs de vote, l'immigration, la sécurité, le terrorisme islamiste sont toujours parmi les premières préoccupations. Ce qui ne veut pas dire évidemment que le sujet du pouvoir d'achat n'est pas évidemment central et légitimement très important.
Entrons dans le détail sur l'immigration, justement. Contrôle renforcé des arrivées de migrants dans l'UE, des centres d'accueil au plus près des frontières pour envoyer plus rapidement ceux n'ayant pas droit à l'asile dans l'Union européenne. Un mécanisme de solidarité aussi obligatoire entre les 27. Voilà ce qui résume le pacte asile et migration voté hier à Bruxelles. Est-ce qu'il y a au moins des partie de ce texte qui trouve grâce à vos yeux? Alors notre eurodéputé Nicolas Bay et notre groupe ECR ont voté contre l'essentiel de ce texte et en particulier justement contre la répartition forcée des migrants sous peine d'amende imposée aux pays qui refuseraient de recevoir ces migrants, parce que nous considérons que c'est une manière de créer un appel d'air supplémentaire. On parle de personnes qui sont éligibles à l'asile. On va en reparler juste après, mais justement moi je considère que l'Union européenne ferait mieux de réformer ce droit d'asile qui selon moi aujourd'hui est beaucoup trop large dans son interprétation et sa lecture et son application. Mais nous avons voté en revanche tout ce qui va dans le sens d'un durcissement évidemment du contrôle et notamment ces fameuses mesures de filtrage qui permettent d'avoir une préétude, si je peux dire, du dossier, soit à l'extérieur des frontières, soit ce qu'on appelle dans des zones de fiction juridique qui permettent d'expulser plus facilement des personnes qui ne seraient pas éligibles à ce droit d'asile. Mais ça fait justement débat avec Jordan Bardella qui vous accuse d'avoir voté pour cette disposition-là, alors que lui, il l'a pas fait. Lui, en fait, il dit vous jouez le jeu de la majorité en place. Écoutez, je suis très surprise par les déclarations de Jordan Bardella. Ce que j'ai entendu hier est un mensonge. Il dit que nous avons voté ce pacte asile-immigration. C'est faux. Il nous reproche d'avoir voté cette mesure alors même que son propre groupe et ses propres élus ont voté cette mesure en commission. Ils ont finalement renoncé à la voter en plénière. Alors c'est exactement le même texte. C'est très surprenant. Et ces arguments qui sont ceux soi-disant d'un empêchement de refoulement des migrants est factuellement et formellement faux. Donc je ne sais pas du tout quelle est la petite manœuvre politique derrière ça. C'est très, très curieux. Donc il y a du bon dans ce texte. Sur la répartition des réfugiés éligibles à l'asile qui vous pose problème, c'est pas bien la solidarité entre les pays? Non mais vous dites qu'il y a du bon dans ce texte. Évidemment que sur les 10 textes proposés, il y a un ou deux textes qui vont dans le bon sens, mais qui sont très très insuffisants face à ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Union européenne devrait aller beaucoup plus loin. Moi, je défends l'idée qu'il devrait y avoir aujourd'hui un blocus naval européen que voulait Giorgia Meloni et qu'ont bloqué le gouvernement allemand et le gouvernement français sur le modèle de l'opération Sophia par le passé. Je considère aujourd'hui qu'il faut réformer Schengen. Ça veut dire que la libre circulation devrait être réservée aux Européens et non plus aux non-Européens, comme c'est le cas aujourd'hui. Il faudrait financer des centres de rétention et des hotspots à l'extérieur des frontières européennes. Il faudrait multiplier les accords. Ça commence, grâce à Giorgia Meloni d'ailleurs, une fois de plus, à être mis en place. Et si on réforme Schengen, si on réforme Schengen, ça veut dire quoi? C'est le retour des frontières nationales? On fait des contrôles partout à toutes les frontières nationales? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes extra-européen et que vous rentrez dans l'espace Schengen en Europe, vous ne pouvez plus circuler librement sans visa d'un pays à l'autre, comme c'est le cas aujourd'hui. Quand vous êtes en revanche de nationalité européenne, là, vous pouvez continuer de circuler librement sans visa. Il y a la route, il y a les aéroports, il y a les bateaux. Mais tout à fait. Mais il faut qu'il puisse y avoir un contrôle entre Européens et non-Européens, comme c'est d'ailleurs souvent le cas à l'aéroport et que vous pouvez le constater, avec des facilitations évidemment de passage pour les Européens. Mais en tout cas, ils ne peuvent pas que vous puissiez... Juste aux travailleurs transfrontaliers qui doivent se dire, mais la galère que ça va être, en fait, je vais devoir faire 3 heures aller, 3 heures retour pour aller travailler. J'entends bien ce que vous dites, mais déjà, sachez qu'il y a quand même aujourd'hui des modalités sur le plan technologique qui permettent de faciliter les passages et de rendre ça beaucoup plus fluide que ça ne l'était par le passé. Et deuxièmement, permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, il y a un impératif en termes de sécurité, et j'y reviens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir d'ailleurs que la dernière actualité, c'est que l'État islamique menace la Coupe d'Europe de football, que le DGSI, il y a quelques jours de ça, annonçait qu'il y avait potentiellement des djihadistes qui pouvaient se glisser de nouveau parmi les clandestins. Nous vivons sur une menace permanente. Donc aujourd'hui, la libre circulation... l'immigration, justement, Marion Maréchal Le Pen, il n'a pas vocation justement à traiter les dossiers aux frontières Je finis européennes. là-dessus. La libre circulation aujourd'hui qui est imposée est un danger pour la sécurité des Français. Et nous sommes de fait devenus victimes de choix politiques d'autres pays. Je pense notamment à l'Espagne qui récemment, avec le centre droit allié à la gauche, ont régularisé près de 500 000 clandestins sur leur sol. À partir du moment où ces personnes sont régularisées sur le sol espagnol, elles sont libres de pouvoir circuler partout et de venir s'installer demain en France. Eh bien, je pense que ce modèle n'est plus viable, n'est plus soutenable. Maintenant, je vous le dis, je pense que là où l'Union européenne, une fois plus, passe à côté de l'essentiel, c'est que la vraie solution pour moi, c'est le modèle australien. C'est le modèle du no way. C'est-à-dire la politique de dissuasion. L'Australie est une situation géographique particulière. Pas du tout. Non, mais ça, pardonnez-moi, j'entends ça tout le temps. Vous connaissez, j'imagine, le détroit de Torres. Vous savez que ce détroit de Torres, il y a des îlots australiens qui s'y trouvent face à la côte où se trouve la 4e population mondiale. Autant de côtes. Entre ces îlots et cette côte, il y a une distance qui est moins importante qu'entre Cannes et la Corse. Donc c'est totalement faux sur le plan géographique. En revanche, ce qui a fonctionné, c'est le fait qu'ils aient mis des centres
de rétention sur la côte Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est le fait qu'ils aient mis en place l'interdiction formelle d'une régularisation possible si vous rentrez clandestinement sur le territoire français. C'est le fait qu'ils aient mis en place des campagnes de dissuasion dans les départs, les pays d'origine, pour éviter justement que les personnes puissent espérer bénéficier d'un Eldorado. Marion Maréchal Le Pen, il y a des discussions avec les pays d'origine. C'est ce qui est fait dans le cadre du pacte asile et migration. C'est pas ce qui se passe en Europe. Excusez-moi, aujourd'hui, même en France. En tout cas, c'est une des dispositions qui a été adoptée hier. Non, mais en France, quand vous arrivez, préalable à l'entrée d'un migrant. Excusez-moi, mais quand vous arrivez aujourd'hui, il n'y a pas de campagne de dissuasion dans les pays d'origine, il n'y a pas de centre de rétention aujourd'hui à l'extérieur des frontières. Ce qui a été décidé hier. Je vous parle de la campagne du No Way. Et excusez-moi, mais aujourd'hui, quand vous arrivez en France, même clandestinement, vous avez des chances de pouvoir être régularisé, et même davantage aujourd'hui qu'hier, puisque le gouvernement a fait voter un texte il y a quelques semaines de cela, qui consiste à faciliter encore la régularisation des clandestins sur le sol français. Donc non, tout indique que d'un côté, on prend des demi-mesures techniques, mais on envoie des incitations à venir. En Italie, votre partenaire, Giorgia Meloni, a fait passer à 123 000 le nombre de permis de travail pour les étrangers dans les secteurs en tension. Oui, et vous savez quelle est la grande différence entre l'immigration de travail en Italie et l'immigration de travail en France? C'est qu'en Italie, quand vous venez, vous travaillez et vous repartez. Et surtout, la différence, c'est que, dans ces conditions d'accueil, il y a l'impératif fait aux chefs d'entreprise de prouver qu'ils ont d'abord cherché à employer un Italien et qu'à défaut d'avoir réussi à employer un Italien, ils pouvaient faire cette demande temporaire d'immigration de travail. Et surtout, la grande différence, pardonnez-moi, mais c'est qu'en Italie, il n'y a pas le droit du sol, il n'y a pas toute, on va dire, la politique sociale incitative qu'il y a aujourd'hui en France, qui fait que l'Italie, que vous le vouliez ou non, est d'abord un pays de transit plutôt qu'une destination finale, contrairement à la France. Et donc, moi, ça ne veut pas dire que je souhaite aujourd'hui augmenter l'immigration de travail en France, pas du tout, mais au regard des conditions italiennes, je pense que comparaison n'est pas raison. Marion Maréchal, notre consoeur Anna Kowalska, journaliste à la télévision polonaise, va vous interroger dans 1 minute. Il est 8h45, on laisse passer le fil info. Mathilde Romagnan. Pour répondre à l'économie de guerre, Emmanuel Macron est attendu aujourd'hui à Bergerac, en Dordogne, sur le site de l'usine de poudre pour obus Eurenco. Le chef de l'État appelle les industriels français à produire plus et plus vite pour soutenir l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. La piste terroriste est écartée après la mort d'un homme à Bordeaux hier soir, tué à l'arme blanche en pleine rue. Un autre homme a été blessé. L'agresseur a été abattu par la police. Les prix du carburant repartent à la hausse et se rapprochent de nouveau de la barre symbolique des 2 € par litre. L'association 40 millions d'automobilistes lance une pétition pour plafonner le prix du litre à 1,50 €. Le premier astronaute non américain à atterrir sur la Lune sera japonais. Joe Biden l'a annoncé cette nuit. Ce sera dans le cadre d'une mission du programme américain Artemis prévue pour 2026. Son but, établir une présence humaine durable sur la Lune, plus de 50 ans après la fin du programme Apollo. France Info. Demain l'Europe. Jérôme Chapuis, Salia Brakia. Demain, l'Europe continue avec Marion Maréchal Le Pen, tête de liste Reconquête aux élections européennes. Et je donne tout de suite la parole à Anna Kowalska, journaliste à la télévision publique polonaise. Elle a, elle aussi, des questions à vous poser. Marion Maréchal, vous avez dit il y a quelques jours, je ne suis pas pour qu'il y ait d'envoi d'armes à l'Ukraine. Pourquoi ? Eh bien, écoutez, pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, je considère que moi, je soutiens évidemment l'Ukraine dans sa défense, dans la défense de sa souveraineté, et il me paraît légitime que la France puisse apporter un soutien matériel, logistique, financier. En revanche, je considère que ce n'est pas parce que la France aujourd'hui est aux côtés de la résistance ukrainienne qu'elle doit faire la guerre à sa place. Et je considère qu'aujourd'hui, envoyer des armes pour l'Ukraine, c'est dépecer notre appareil de défense. Or, notre appareil de défense aujourd'hui est en très mauvaise situation. Tous les rapports parlementaires démontrent que nous aurions, en cas de guerre de haute intensité, 3 jours de munitions devant nous. Nous serions à peine capables de tenir un front de 100 km. Nous avons 200 chars en France, alors qu'il y en a une dizaine qui sont détruits chaque jour en Ukraine. Et c'est autant de budget qui est pris, ça n'est jamais d'ailleurs dit aux Français, sur le budget de la défense qui a été aujourd'hui voté. Donc c'est vrai que je considère que c'est irresponsable en l'état actuel de notre situation. Mais justement, les usines d'armes en France tournent à plein régime. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est à Bergerac, dans une usine qui va fabriquer de la poudre pour des obus.
Mais malheureusement, de manière bien insuffisante, parce que pendant des années, le gouvernement a fait le choix de ne pas mettre des commandes d'État à la hauteur de nos besoins et de nos ambitions. Vous savez que nous sommes aujourd'hui le seul membre du Conseil permanent de sécurité de l'ONU à ne pas avoir de production de munitions sur le sol français, alors même que nous aurions eu l'opportunité de pouvoir relocaliser à un moment donné cette production. Donc nous nous réveillons très tardivement, très laborieusement face aux circonstances, mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, si la France devait être amenée à protéger ses frontières et à protéger l'intégrité de son territoire, dans une guerre de haute intensité, elle ne serait pas en capacité de le faire. Donc une fois de plus, je ne souhaite pas démembrer et dépecer ce qui est aujourd'hui malheureusement un appareil de défense en très mauvais état avant que celui-ci ne soit reconstitué de manière correcte. Il y a des pays qui sont dans bien plus mauvaise situation et pourtant ils veulent envoyer les armes en Ukraine. La groupe dans lequel vous siégez au Parlement européen, les conservateurs, sont largement favorables. Même Giorgia Meloni a signé un accord sécuritaire avec Kiev dernièrement. Vous n'êtes pas un peu isolé? On vous appelle les amis de Vladimir Poutine. Je comprends bien. Il y a d'ailleurs des différences de point de vue sur ce sujet avec un certain nombre de pays. Ce qui en revanche fait l'unanimité et fait consensus, c'est le refus de l'envoi des troupes en Ukraine qui a été proposé ou en tout cas suggéré par Emmanuel Macron. Je trouve d'ailleurs qu'il a fait une grasse faute politique à ce moment-là, puisqu'il a révélé le fait qu'aucun membre de l'OTAN n'envisageait cette hypothèse. Donc il a d'une certaine manière affaibli l'Ukraine et renforcé la position de Vladimir Poutine. Non mais pardon, mais Marion Maréchal Le Pen, si tout le monde décide de faire comme vous, c'est-à-dire on n'envoie pas d'armes aux Ukrainiens, les Ukrainiens perdent la guerre. Mais une fois de plus, madame, moi je considère aujourd'hui qu'il n'est pas dans le rôle de la France de faire la guerre à la place de l'Ukraine et qu'envoyer aujourd'hui des armes, c'est participer à une forme d'escalade avec ce que je dis extrêmement dangereuse. Mais je vous dis, aujourd'hui, moi je ne suis pas du tout contre, bien au contraire, aider l'Ukraine à résister, mais je considère qu'il y a aujourd'hui des limites à poser dans le cadre des intérêts français. Comment on l'aide alors si on n'envoie pas d'armes? C'est pour ça que je ne souhaite pas typiquement qu'il y ait d'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN. Les Américains ne le souhaitent pas non plus, d'ailleurs, parce que c'est évidemment déclenché automatiquement la Troisième Guerre mondiale. Je pense que tout le monde l'aura bien compris. Je ne souhaite pas non plus que l'Ukraine soit intégrée au sein de l'Union européenne. Pas plus d'ailleurs que d'autres pays. Moi, je suis contre toute forme d'élargissement. Mais là, on parlait des aspects militaires. Et sur la question militaire, est-ce que la défaite de l'Ukraine servirait ou desservirait les intérêts français? Ah non, mais moi, je souhaite bien sûr que l'Ukraine puisse recouvrir son territoire et défendre sa souveraineté. Non, ma question, c'est est-ce que c'est dans l'intérêt de la France que l'Ukraine l'emporte? C'est évidemment dans l'intérêt de la France, en ce sens qu'aujourd'hui, l'Ukraine est un allié de la France. Mais vous savez, si c'est l'intérêt de la France, il faut aider l'Ukraine, c'était ça. Je vais vous répondre clairement là-dessus, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a une tentative de vouloir caricaturer les positions. Ça veut dire qu'on est enfermé par le président de la République lui-même dans le cadre de cette élection entre deux camps imposés. Ça veut dire qu'il y aurait d'un côté les solidaires, les gentils, qui sont en fait les bellicistes, qui sont bien d'ailleurs souvent les mêmes qui ont déconstruit notre appareil de défense, ce qui n'est pas la moindre des ironies, et de l'autre, les lâches, les collabos, les soumis. Moi, je vous le dis, il y a une position nuancée, selon moi, qui s'impose, qui fait qu'aujourd'hui, on a un équilibre à trouver entre comment on soutient en effet la résistance ukrainienne dans la mesure de nos capacités et sans, une fois de plus, attaquer et désarmer notre appareil de défense, sans on a du mal à imaginer que l'Ukraine gagne sans notre soutien. Mais sans participer non plus à une escalade, sans mettre en danger, pour le coup, la situation et l'intégrité du territoire français, ce que contribuerait évidemment à faire une escalade vers un conflit nucléaire. On peut imaginer un scénario, les dirigeants européens, on parle ouvertement que si l'Ukraine tombe, Vladimir Poutine ne va pas s'en arrêter, il va attaquer les pays baltes, la Pologne, et ça veut dire concrètement que la France sera en guerre. Pour le coup, c'est vrai que soyons humbles sur ces sujets, parce que toutes les spéculations ont été faites et beaucoup se sont trompés. Les Allemands disent 5 ans, cette semaine. Si on est quand même objectivement factuel et raisonnable, si demain Poutine avance et attaque d'autres pays, notamment de l'OTAN, aujourd'hui les forces de l'OTAN sont 2 à 3 fois plus nombreuses que les forces militaires russes. Donc oui, on peut tout imaginer, mais objectivement, ça paraît quand même relativement peu probable. Voilà, relativement peu probable. Pardon, mais 2 semaines avant la guerre en Ukraine, Éric Zemmour disait que c'était impossible. Oui, mais sauf que l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, et donc de ce fait-là, ça n'est pas la même activation, puisque dans aujourd'hui le traité atlantique de l'OTAN, il y a une clause de solidarité automatique en cas d'agression d'un des pays de l'OTAN. Donc l'OTAN a du bon.
Mais moi, j'ai absolument pas dit qu'il fallait sortir de l'OTAN. Ah, mais c'est bien de Est-ce qu'il faut négocier avec Vladimir Poutine, ce qui dit le président de votre parti, Éric Zemmour? De toute façon, il y aura à un moment donné un temps pour la diplomatie, j'imagine. Le problème, c'est qu'il y aura un temps pour la diplomatie au moment où on arrivera, j'imagine, au bout d'une confrontation militaire. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais de toute façon, la guerre trouve toujours une issue diplomatique. Maintenant, l'idée, c'est de faire en sorte que si jamais, à un moment donné, cette issue diplomatique s'ouvre, l'Ukraine puisse négocier dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir obtenir le plus de choses possibles. Voilà, c'est ça l'enjeu. Il est hors de question de négocier maintenant. Oui. De toute façon, c'est pas à nous de le décider, excusez-moi, mais enfin aujourd'hui, les deux belligérants qui sont l'un face à l'autre. Est-ce que vous êtes d'accord avec Volodymyr Zelensky qui dit non, on négocie pas maintenant? C'est pas moi qui vais dire à Vladimir Zelensky. Vladimir Poutine et Vladimir Zelensky. Tout va bien, il est beaucoup trop tôt. Au président ukrainien, faisons simple, quand et comment il doit négocier. Enfin, je veux dire, là pour le coup, ce sera à lui que, selon sa volonté et selon la manière dont ça s'impose et selon le souhait évidemment du peuple ukrainien. Donc c'est pas juste les mots de certaines de vos partenaires au Parlement européen. Comme quoi vous étiez partenaire de Vladimir Poutine, les amis de Vladimir Poutine. Non, mais ça fait partie des spéculations et des leviers de diabolisation objectivement totalement caricaturaux. D'ailleurs, ce qu'on me reproche, on m'a même reproché de faire partie, lorsque j'étais députée, du groupe d'amitié franco-russe qui était dirigé à l'époque par une femme de gauche, une socialiste. C'était au même moment où Emmanuel Macron lui-même travaillait à un rapprochement avec la Russie. Je pense que le déclenchement de cette guerre a aussi rebattu beaucoup de cartes, a aussi changé beaucoup de choses. Mais je crois depuis le départ avoir été très clair sur ce sujet. Parlons peut-être de l'entrée de l'Ukraine à l'Union européenne. Vous vous opposez. Pourquoi? Qu'est-ce que vous craignez exactement? Pour une raison simple, c'est qu'entrer dans l'Union européenne signifie automatiquement entrer dans le marché commun européen. Et au regard aujourd'hui de la situation économique ukrainienne, c'est évidemment une aggravation de la concurrence déloyale, notamment en matière agricole, qui serait mise à l'œuvre. Puisqu'aujourd'hui, l'Ukraine, sachez-le, c'est un quart, vous le savez certainement d'ailleurs, c'est un quart des terres agricoles européennes. C'est des exploitations qui sont grandes comme le Jura. C'est par exemple des élevages de volailles qui ont jusqu'à 1 million de têtes avec un salaire moyen autour de 350 €. Donc, mais les règles changeront si l'Ukraine l'entre. Ça n'est pas vrai, parce que regardez aujourd'hui, même à 27, avec des pays que nous avons intégrés à différents moments, nous avons aujourd'hui déjà des distorsions de concurrence très fortes entre les pays. Nous avons déjà beaucoup de défis à relever à 27 en commun. Enfin, on le sait bien, à la fois sur le plan géopolitique, économique, culturel, identitaire, social. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, il soit raisonnable d'élargir encore davantage. Mais une fois de plus, ça vaut pour l'Ukraine comme ça vaudrait pour d'autres pays. Et aujourd'hui, 8 candidats à la préadhésion. Moi, je suis contre l'intégration de ces candidats, et en particulier évidemment de la Turquie, qui de surcroît n'est même pas un pays européen. Et pour les réfugiés ukrainiens, vous avez dit à plusieurs reprises aujourd'hui que vous êtes contre le pacte sur la migration et asile. Et pour les réfugiés ukrainiens, vous les enverrez aussi chez eux? Non, alors déjà, le pacte immigration-asile, il a vocation avant tout à répondre à un afflux d'immigration venue essentiellement d'Afrique. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le pacte immigration, il est d'abord une réponse au phénomène de Lampedusa et des Canaries, donc d'arrivées, on va dire, chaotiques à travers des trafics de passeurs de migrants qui arrivent sur ceux-là. Mais alors, sur la question des réfugiés ukrainiens, moi, je l'ai tout de suite dit qu'il était souhaitable de pouvoir accueillir ces réfugiés ukrainiens, puisque là, pour le coup, il y a une solidarité mécanique qui doit se mettre en place, alors que ce sont des populations européennes sur le sol européen, dans un pays l'Ukraine fait pas partie de l'Union européenne. On sait. Non, mais d'accord, mais à un moment donné, vous savez, moi je considère que lorsqu'on parle beaucoup de la nécessité de la France ou de l'impératif fait à la France d'accueillir toute la misère du monde, quelles que soient les situations. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a à peu près la moitié de la population mondiale qui vit avec moins de $5 par jour. Ça fait près de 3,5 milliards de personnes, et il y a un quart de la population qui vit dans des zones de conflit. Ça fait un peu plus d'1 milliard, voire 2 milliards de personnes. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, autant il est totalement déraisonnable de vouloir imposer à la France, à l'Europe, d'accueillir potentiellement ces milliards de personnes, parce qu'évidemment, elle n'en a pas la capacité. C'est pas la question, Marion Maréchal Le Pen. La question, c'est pourquoi vous dites oui, on accueille les réfugiés ukrainiens, et non, on ne va pas accueillir les réfugiés du Soudan. Je suis totalement en cohérence, c'est-à-dire que je considère qu'aujourd'hui, en Afrique, quand il y a la nécessité d'accueillir des réfugiés, ça devrait être d'abord aux pays africains d'accueillir ces réfugiés. Pourquoi ? Lorsqu'il y a des réfugiés afghans, il n'y a pas de logique à ce qu'ils fassent plusieurs milliers de kilomètres pour être accueillis en France plutôt que dans un certain nombre de pays. Et donc, quand on est la géographie, prenons la Libye. Très simple. La Libye qui est pas très loin de chez nous aussi. Mais vous savez pourquoi ? Les Libyens, les réfugiés libyens, les réfugiés syriens. Qu'est-ce qu'on fait ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que tout ça a une cohérence. Parce que aujourd'hui, accueillir des populations de migrants
réfugiés ou non d'ailleurs, a une conséquence sur la société. Et plus les personnes arrivent de pays avec un écart culturel très fort, plus l'intégration se fait de manière difficile parce que la langue, c'est-à-dire donc les Ukrainiens ils sont blancs, ils sont catholiques, alors ils peuvent arriver en France. Excusez-moi de vous dire que intégrer des populations ukrainiennes aujourd'hui en France, oui, pose moins de difficultés que d'intégrer un certain nombre de populations extra-européennes de confession musulmane avec une différence culturelle très importante. Oui, je veux dire, c'est une absolue évidence. Même si tous les deux fuient la guerre. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, qu'une personne aujourd'hui extra-européenne de confession musulmane ne peut pas réussir à s'intégrer. On en a tous des exemples autour de nous. Mais le nombre fait qu'aujourd'hui, ce défi de l'intégration et de l'assimilation est de plus en plus compliqué. Et vous le voyez bien aujourd'hui en France, qu'il y a un choc de civilisation déjà à l'œuvre sur notre territoire. Excusez-moi, vous avez vu les actualités ces derniers jours? On a un homme qui vient d'attaquer au couteau 2 autres personnes parce qu'il ne respectait pas la charia alimentaire et qui buvait de la bière au moment du ramadan. On a une jeune fille qui vient de se faire lyncher parce qu'elle-même aussi n'a pas respecté le ramadan. Une autre qui s'est fait lyncher parce qu'elle n'a pas porté le voile. Donc oui, aujourd'hui, excusez-moi, pour moi, c'est une manifestation du choc de civilisation. Et l'immigration incontrôlée venue principalement en effet d'Afrique aggrave cette situation. Donc je veux d'abord limiter les effets. Rapidement, pardon de vous interrompre. IVG en Pologne, il était restreint. Résultat, les femmes en meurent aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas accès aux soins. Vous avez dit dans le passé vouloir dérembourser IVG en France. Est-ce que c'est toujours votre avis? Non, je n'ai pas dit que je voulais dérembourser. J'ai interrogé le fait qu'il y ait un remboursement sans limite de nombre des IVG en France. Maintenant, moi je ne suis pas du tout pour remettre en cause le droit à l'IVG et l'accès à l'IVG. Je me suis opposée en revanche à la mise dans la constitution de l'IVG. Déjà parce que selon moi ça n'a pas lieu d'être dans la Constitution, c'est une aberration. Non mais sans parler de la juridiction, Marion-Maréchal Le Pen, vous avez dit que certaines jeunes utilisaient l'avortement comme moyen de contraception. C'était le sujet d'actualité. Moi je vous le dis, je considère aujourd'hui qu'on a rompu avec la vision de Simone Veil de l'IVG, qui était celui d'une exception qui voulait rassembler deux impératifs. L'impératif, tout à fait légitime de la femme de disposer de son corps, et le deuxième impératif qui était celui de la protection de l'enfant à naître. Et donc on avait construit une exception avec un encadrement pour ne pas non plus en faire un acte banal. Je trouvais que c'était un juste équilibre et je trouve que cet équilibre a été rompu au moment où on a mis l'IVG dans la Constitution. Voilà. Marion Maréchal, on va laisser passer les informations. On va vous retrouver juste après avec notre consoeur portugaise, Ana Pedro Navarro. On parlera notamment d'écologie dans Demain l'Europe. Bonjour à tous et bienvenue sur France Info. On fait un point sur l'actualité en ce jeudi 11 avril. Le choc à Bordeaux après une violente attaque à l'arme blanche. Elle a fait au moins un mort et un blessé grave hier soir dans un quartier très fréquenté des quais de la Garonne. L'assaillant, il a été abattu par la police. Je vous laisse écouter quelques témoins de cette attaque. Dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est un maire qui a été bousculé en plein conseil municipal. Près d'une centaine d'opposants à un projet immobilier ont perturbé la réunion. Ils ont fait éruption munis de bâtons, de balais et de cloches. L'élu a fini projeté au sol, exfiltré par les gendarmes. Il a été évacué à l'hôpital. Un mot de politique. Après 9 ans de discussions et plusieurs tentatives de réforme, les députés européens ont fini par adopter hier soir le pacte migratoire. Il prévoit un durcissement des contrôles, mais également un système de solidarité entre les États membres. Je vous laisse écouter Marion Maréchal, invitée de Demain l'Europe. Elle a réagi sur notre antenne. Aujourd'hui, l'Union européenne devrait aller beaucoup plus loin. Moi, je défends l'idée qu'il devrait y avoir aujourd'hui un blocus naval européen que voulait Giorgia Meloni et qu'ont bloqué le gouvernement allemand et le gouvernement français sur le modèle de l'opération Sophia par le passé. Je considère aujourd'hui qu'il faut réformer Schengen. Ça veut dire que la libre circulation devrait être réservée aux Européens et non plus aux non-européens, comme c'est le cas aujourd'hui. Il faudrait financer des centres de rétention et des hotspots à l'extérieur des frontières européennes. Il faudrait multiplier les accords. Ça commence, grâce à Giorgia Meloni d'ailleurs, une fois de plus, à être mis en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes extra-européen et que vous rentrez dans l'espace Schengen en Europe, vous ne pouvez plus circuler librement sans visa d'un pays à l'autre, comme c'est le cas aujourd'hui. À l'international, sur le front de la guerre, l'Ukraine a été une nouvelle fois touchée par une attaque russe dans la nuit. Une attaque massive. On parle de 40 missiles et 40 drones. Ils ont visé des infrastructures énergétiques à travers le pays. Des infrastructures essentielles. C'est ce que vient d'annoncer Volodymyr Zelensky. Justement, à l'international, toujours, la Russie est frappée par de terribles inondations, tout comme le Kazakhstan voisin. Plus de 100 000 personnes ont été évacuées, un bilan sans précédent depuis des décennies, et le pic de crue n'est pas encore atteint.
Et on termine ce journal avec la défaite du PSG. Le club a été battu sur sa... C'est la fin de cette édition. Tout de suite, retrouvez Demain l'Europe. Demain l'Europe. Toujours avec Marion Maréchal Le Pen, tête de liste Reconquête aux Européennes. Notre consoeur Ana Navarro Pedro, correspondante de la presse portugaise, veut vous parler d'écologie. Oui, bonjour Marion Maréchal. Bonjour. La Suisse a été condamnée cette semaine par la Cour européenne des droits de l'homme pour son inaction face au changement climatique. Et c'est la première fois qu'un tribunal se prononce sur le changement climatique. Vous en dites quoi? Qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, j'en dis pas du bien parce que moi j'ai toujours du mal de toute façon quand la souveraineté des nations est mise à mal par un droit supranational, surtout sur ces matières assez fluctuantes et souvent très idéologisées. Parce qu'aujourd'hui le problème c'est que l'approche de l'écologie sur le plan international et en particulier au niveau de la Commission européenne est une approche qui n'est pas la mienne. C'est-à-dire, selon moi, on va peut-être le développer, une écologie de la punition, oui, voire même de la pénitence, qui n'est pas la solution. Là, par contre, c'est des Suisses qui ont fait un procès. Non, mais leur pays. J'entends bien, je sais comment ça marche et je sais que c'est souvent des citoyens qui activent ça au niveau supranational. Le problème, si vous voulez, c'est que qu'est-ce qu'on met derrière cette inaction? C'est-à-dire que pendant des années, tous ceux qui ont défendu le nucléaire, par exemple, auraient été considérés comme des anti-écologistes. Et aujourd'hui, tout le monde s'est réveillé pour dire que les défenseurs du nucléaire, finalement, avaient peut-être raison au regard de la situation. Donc c'est très fluctuant, oui, très idéologique. On va en parler, mais donc vous considérez que les droits de l'homme n'ont rien à faire et que l'écologie, c'est pas le sujet des climat n'ont rien à droits de l'homme là. Ensemble sur un autre sujet. Ça ne doit pas aller devant une cour comme la cour de Strasbourg. Je ne fais pas de parallèle aujourd'hui entre ce que vous appelez liberté ou les droits fondamentaux de l'homme et la question écologique, une fois de plus, qui est une approche. Parce que qu'est-ce qu'on met derrière cette inaction ? C'est ça le sujet. Qu'est-ce qu'on met derrière cette inaction? Voilà. Si aujourd'hui l'action c'est le pacte écologique ou le pacte vert qu'on voit à la Commission, on va pouvoir avoir l'occasion d'en parler. Mais vu les ravages du changement climatique, inondations à répétition et monstrueuses et extrêmes, tempêtes, incendies, impossibles quasiment parfois à éteindre, même en Suède, dans le Grand Nord, Portugal, France connaissent ces problèmes. Le littoral qui s'effondre en Portugal, en France aussi, même dans les dom-toms. Face à ces ravages-là, est-ce qu'on peut encore aujourd'hui s'afficher climato-sceptique dans le débat public comme Éric Zemmour, votre président? Je ne suis pas du tout climato-sceptique, je n'ai jamais nié. Je parle d'Éric Zemmour, votre président. J'ai jamais entendu d'ailleurs Éric dire qu'il niait le réchauffement climatique, ou alors vous me l'apprenez très honnêtement. En tout cas, il reconnaît le réchauffement climatique, mais il dit par contre que l'écologie politique, ça commence à bien faire, et puis bon, qu'on s'adapte à des choses différentes, mais qu'on va s'adapter. Soyons précis. Alors, il n'a jamais dit qu'il niait le réchauffement climatique, et je ne nie pas non plus le réchauffement climatique. Maintenant, la question, c'est de savoir comment... selon mon petit détail, mais il dit que c'est les origines et les causes. Maintenant, comment on répond à cela? Parce que la question, c'est comment on répond à cela et quelle est la marge de manœuvre aussi de la France et de l'Europe? Parce qu'aujourd'hui, la France, c'est 1% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. L'Europe, c'est 9%. Donc déjà, il faut regarder ça avec rationalité, puisque l'Europe, c'est pas parce que l'Europe, si vous voulez, se met sur le dos tout le poids de la pénitence aujourd'hui de la situation climatique, qu'elle pourra, elle toute seule, de toute façon, régler le problème. Moi, ce que je conteste, c'est l'approche aujourd'hui écologique qui est portée par les Verts et qui est portée d'ailleurs par la majorité au Parlement européen. Je vous dis, le pacte vert en est symptomatique. Ça veut dire qu'on a, au prétexte de la lutte contre le réchauffement climatique, tout un ensemble de textes qui ont vocation à organiser la décroissance agricole, qui ont vocation à sacrifier une partie de notre industrie sur lequel nous avions beaucoup d'avance pour interdire par exemple les voitures thermiques d'ici 2035 au bénéfice de l'industrie chinoise des voitures électriques. On va y revenir. On a une législation qui va sortir 7 millions de logements du marché locatif au nom de la performance énergétique. On a une directive et des contraintes diverses. Il y a énormément d'erreurs aussi, et énormément de choses bien faites, et quelques erreurs aussi, effectivement. Seriez-vous au Parlement européen prête à collaborer avec la gauche, l'extrême gauche, les sociodémocrates, la démocratie chrétienne, pour avoir un élément de mesure qui pourrait effectivement
éviter les drames à venir et présents avec le réchauffement climatique. Quelques erreurs, c'est pour moi une faillite totale de la grille de lecture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'où vient la moitié de l'émission des gaz à effet de serre? Des importations. Donc en fait, c'est pas parce que vous contraignez une société avec de la norme, de la contrainte et de la fiscalité qui est l'archétype de l'écologie punitive, et donc que vous organisez la décroissance et la désindustrialisation, que vous allez régler le problème des importations, parce que justement, si vous produisez moins sur le sol européen, ça veut donc dire que vous importez plus, donc vous augmentez les émissions de gaz à effet de serre. D'autant plus si vous passez votre temps à voter des traités de libre-échange, donc on comme le fait aujourd'hui la Commission. Non, je dis pas qu'on n'importe plus, je dis qu'on se donne les moyens de produire. Et une fois de plus, c'est pas en organisant la décroissance agricole et en faisant venir des agneaux conservés dans l'azote de Nouvelle-Zélande, nourris avec de l'herbe qui est traitée à un insecticide interdit en Europe pour faire 22 000 km et arriver dans les assiettes des Français qu'on va régler. Non, mais il y a plein de choses qu'on produit pas en France. Or, les questions agricoles, parce que il y a aussi beaucoup de choses mais il y a sur plein d'autres objets ou nécessités qu'en France, on est obligé d'importer. Oui, d'accord, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on pourrait produire en France et qu'on ne produit plus. Voilà, et qu'on s'interdit de produire. Donc moi, je vous le dis, je considère qu'aujourd'hui, la réponse écologique, c'est d'abord le nucléaire, combattu pendant des années par les écologistes, justement, qui, pour le coup, a un véritable effet zéro carbone. C'est le soutien au fluvial et au ferroviaire. Je vois, par exemple, qu'on a un projet en France qui s'appelle le Lyon-Turin, qui est combattu, une fois de plus, par la gauche, alors qu'il permettrait de sortir 1 million de camions de nos routes et d'éviter l'équivalent de la population, de la pollution, de la ville de Nice. En fait, j'ai une curiosité là. Considérez-vous que le changement climatique, et très rapidement là, juste pour vous situer bien, c'est une question centrale, c'est une question importante ou c'est une question subsidiaire, rapidement? Pour moi, la question centrale, c'est celle du grand remplacement et de l'islamisation. Je vous le dis, là, pour moi... Donc, en écologie, je suis en train de vous dire... subsidiaire pour vous. Pas du tout, je suis en train de vous dire, je ne dis pas que ce n'est pas une question importante. Vous me dites, quelle est la question prioritaire? Je vous dis, la question prioritaire, c'est que mon pays puisse rester mon pays et que je puisse rester française en France et que mes filles puissent rester françaises en France. Et fondamentalement... Et ça se joue à 10-15 ans, donc croyez-moi, ça n'est pas moins important. Fondamentalement, vous pensez quoi de l'écologie? Est-ce que c'est un passe-temps pour Bobo, comme disait Jean-Marie Le Pen? Non, moi ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que je m'inscris totalement en faux avec la vision aujourd'hui qui pour moi relève du fanatisme des Verts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ce sont des gens qui considèrent que l'homme est un parasite, que l'homme est le problème. Moi je considère que l'homme est un parasite. Mais excusez-moi, mais c'est le présupposé, de l'intégralité aujourd'hui des écologistes qui sont qui inspirent finalement toute la politique écologique dans notre pays. Je veux dire, on a des gens qui aujourd'hui d'une certaine manière se félicitent de la baisse de la natalité parce que vous comprenez, un enfant c'est un bilan carbone quand même. Donc c'est quand même un problème. Donc oui, c'est des gens qui n'aiment pas l'homme. Moi, je considère qu'aujourd'hui, on ne fait pas assez le pari de la science. Je considère que c'est le génie de l'homme qui est la solution face justement à ces problèmes écologiques. Je vous donne des exemples. Aujourd'hui, face aux produits phytosanitaires, on est en train de développer des systèmes d'IA avec des lasers qui sont extrêmement prometteurs. On est en train de développer à Limoges des molécules phytosensibles comme alternative au glyphosate. On a des Lyonnais qui sont en train de révolutionner les techniques de stockage de carbone. C'est là où on attend l'Union européenne. Pourquoi on n'en parle jamais? Pourquoi on les soutient pas eux? Pourquoi on les finance pas? Mais non, on en parle. Personne s'intéresse. Mais seriez-vous prête à porter ces projets ensemble avec, par exemple, la gauche européenne? Excusez-moi, l'écologie. Non, mais la gauche européenne, l'écologie de la gauche européenne. Il faut à un moment donné que tout le monde se rencontre à un point donné, parce que les drames sont là. La gauche européenne aujourd'hui, ce sont les gens dont les amis vont jeter de la soupe sur la Joconde dans les musées. C'est ça aujourd'hui l'écologie. Excusez-moi. Non, là c'est une généralisation. Excusez-moi, c'est ça. C'est les gens qui vont à Sainte-Soline soutenir les manifestations violentes des extrémistes contre nos agriculteurs. Il y a des généralisations dans ce que vous dites là. Madame Toussaint, qui est la représentante des écologistes aujourd'hui, qui est tête de liste des Verts pour les élections européennes, elle était à Sainte-Soline avec les manifestants qui ont fait en sorte qu'il y ait aujourd'hui 47 forces de l'ordre, membres de forces de l'ordre qui sont allés à l'hôpital. Derrière la question de notre consoeur, il y a une question de principe importante pour quelqu'un qui envisage de siéger au Parlement européen. C'est un lieu de compromis. Historiquement, c'est un lieu de compromis. Et donc, il y a des nécessités de faire des compromis. Et donc, la question est celle-ci. Est-ce que vous vous inscrivez dans une logique de compromis sur une question dont vous nous avez dit qu'elle était très importante, le réchauffement climatique? Monsieur, pas madame. Allez-y. Logique de compromis. Aujourd'hui, pourquoi il y a eu un compromis au Parlement européen depuis des décennies qui nous a d'ailleurs amené dans le mur? C'est parce qu'il y a, selon moi, une coalition quand même tout de même baroque qui nous gouverne depuis des décennies. C'est-à-dire la coalition d'Ursula von der Leyen avec, je le rappelle, les socialistes, les macronistes, le centre-droit du groupe DLR et ponctuellement alliés aux écologistes. Moi, je ne veux plus de ce compromis-là. Je veux qu'on change la majorité au Parlement européen. Et c'est pas juste un fantasme ou un souhait, on va dire, irréalisable, puisque tous les sondages aujourd'hui démontrent que nous pouvons faire basculer
bousculer la majorité à droite au Parlement européen. Il y a les sondages, Marion Maréchal Le Pen, et puis il y a ce qui se passe concrètement avec le réchauffement climatique. Non mais excusez-moi, mais c'est quand même intéressant parce que justement avec cette nouvelle coalition des droites à laquelle j'aspire et dont notre groupe, le CR, est le pivot demain, sera le pivot demain, on va changer cette vision pour porter la vision dont je vous parlais à l'instant, qui une fois de plus n'est pas la vision de l'appauvrissement et de la décroissance. Marion Maréchal, le réchauffement climatique est aussi la cause de migrations, de nombreuses migrations et de conflits dans le monde. L'ONU prévoit 250 millions de déplacés climatiques en 2050. Ne faut-il pas s'attaquer plutôt aux causes de ces migrations qu'aux victimes, c'est-à-dire plutôt essayer de trouver des solutions pour empêcher des drames dont on vient de parler reliés au réchauffement, plutôt que de trouver des moyens d'empêcher ces gens de se déplacer ou d'arriver dans nos frontières. Madame, j'entends bien, encore faut-il faire les bons choix. Je vous donne un exemple. Depuis des années, nous investissons de manière massive plusieurs centaines de milliards, au détriment d'ailleurs des investissements dans le nucléaire, dans les énergies renouvelables, éolien, solaire. Le problème, c'est que ces énergies sont des énergies intermittentes dont la production d'électricité est non stockable. Et non, le Portugal est en pointe là-dessus. Je vous assure qu'on ne donne pas des bougies aux étrangers qui viennent chez nous en vacances pour les coupures. Excusez-moi madame, déjà tout le monde n'a pas les mêmes conditions climatiques en Europe. Il y a un modèle allemand qui est un modèle allemand intéressant, l'Allemagne ayant voulu tendre vers ce 100% d'énergie renouvelable. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a aujourd'hui le tiers de sa production d'électricité qui est produite par la centrale à charbon. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, chaque fois que vous avez une éolienne, vous avez une centrale à charbon ou à gaz pas très loin pour produire de l'électricité, parce que ces énergies renouvelables ne peuvent pas suffire à être indépendants sur le plan énergétique. Non mais c'est un exemple, madame, c'est-à-dire que vous me dites qu'est-ce qu'on fait, mais commençons déjà par faire les bons choix. Ça veut dire que si on fait des choix dogmatiques, idéologiques, caricaturaux, en se disant le renouvelable, le solaire, l'éolien, c'est propre, c'est beau, c'est pas grave d'ailleurs si c'est produit en Chine et si c'est dépendant, ça nous rend notre industrie dépendante de l'Asie, et que la conséquence derrière, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'on est obligé de remplir des centrales à charbon, des centrales à gaz qui sont extrêmement polluantes. Excusez-moi, mais on règle pas le problème. C'est le nucléaire. On ne règle pas le problème. Oui, on a le nucléaire, pardonnez-moi, mais aujourd'hui, on dit qu'on veut défendre le nucléaire. Très bien, nous, ça fait des années, et même depuis toujours, que je défends le nucléaire contre justement les écologistes. Mais le problème, c'est que les macronistes, avec les socialistes, avec le groupe LR du PPE, ont voté une directive au Parlement européen qui impose d'ici 2050 que 45% de la production d'électricité soit faite par des énergies renouvelables. Donc en fait, ils votent une directive. C'est pour que ça monte en puissance, mais le nucléaire est considéré comme une énergie verte maintenant par l'Union européenne. La production en France venant du nucléaire, c'est 70%. Donc en fait, si on respecte cette directive européenne, ça va en totale contradiction avec tout ce qui nous est annoncé par le gouvernement sur le plan du nucléaire. Donc juste sur les migrations climatiques, parce que c'était quand même choisir. Oui, mais madame, demain, une moitié du Portugal disparaît sous la mer. Mais madame, c'est prévu. Il y aura des déplacements de Portugais en Europe. On les accepte ou pas? On accepte aussi les Soudanais, on accepte aussi les gens des îles Fidji. Faisons les bons choix. C'est ce que je vous dis. Une fois plus, si vous voulez régler la question climatique, le réchauffement climatique, il va avoir lieu là-bas, et de toute manière, vous n'allez rien pouvoir y changer. Donc qu'est-ce qu'on fait? On les accueille ou pas? Pourquoi on fait tout ça? Mais vous savez que c'est déjà en route et que les experts disent parfois c'est trop tard dans certains pays. Au moins, accordons-nous sur le fait que l'Europe n'est pas seule à devoir porter ce fardeau, et commençons par faire une fois de plus les bons choix. Maintenant, je vous le dis, madame, très simplement. Alors vous parlez des Portugais. Les Portugais font partie de l'Union européenne et de l'espace Schengen. Donc il n'est pas question de pas être solidaire avec les Portugais. Maintenant, je vous le dis. Donc si les Maldives sont sous l'eau, non mais moi je vous le dis. Non mais madame, on aura probablement un désaccord très fort là-dessus. Je vous le dis, oui, la France aujourd'hui n'est plus en capacité d'accueillir tous les réfugiés du monde. Voilà, elle a déjà fait beaucoup, et même beaucoup trop, au prix de sa sécurité, au prix d'une menace djihadiste permanente, au prix d'un appauvrissement aujourd'hui, au prix d'une explosion des dépenses sociales, au prix d'un changement de civilisation et de population. Donc oui, excusez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, je ne souhaite pas que nous accueillions des réfugiés supplémentaires. Merci Marion Maréchal. Vous êtes encore avec nous pour un quart d'heure. On va laisser passer le fil info. Il est 9h16. Mathilde Romagnan. Il n'est pas dans le rôle de la France de faire la guerre à la place de l'Ukraine. Déclaration de Marion Maréchal ce matin. La tête de liste Reconquête aux Européennes s'oppose aussi à l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN et dans l'Union européenne. Elle est l'invitée de Demain l'Europe sur France Info. Dans le cadre de l'économie de guerre voulue par Emmanuel Macron, justement pour soutenir l'Ukraine, le chef de l'État est aujourd'hui en déplacement à Bergerac en Dordogne. Il se rend sur le site de l'usine de poudre pour obus Eurenco qui relance sa production en France. Un mort et un blessé grave à l'arme blanche hier soir à Bordeaux. L'agresseur a été abattu par la police. La piste terroriste a été écartée selon une source proche de l'enquête. Défaite du PSG hier soir 3-2 face au FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des champions de football, ce qui complique les chances de qualification des Parisiens. Ce soir, Marseille affronte le Benfica à Lisbonne en quart de finale aller de l'Europa League, et en Ligue Europa,
Europa Conférence. Lille affronte Aston Villa ce soir. France Info. Demain l'Europe. Jérôme Chapuis, Salia Brakia. Et encore plusieurs questions d'actualité à vous poser, Marion Maréchal, avant que Benjamin Sportouche ne nous rejoigne pour les dernières minutes de cette émission. Le Proche-Orient, Joe Biden, le président américain, qualifie d'erreur la stratégie d'Israël à Gaza. Êtes-vous d'accord avec lui ? Alors déjà, moi, sur Gaza, je m'étonne parce qu'il y a beaucoup d'actualités sur le sujet et légitimement, mais on oublie quand même de revenir à l'origine de cette crise. Et moi, je n'entends plus jamais parler des otages. Voilà, les otages n'existent plus. Or, rappelons quand même que cette opération d'Israël a d'abord vocation à libérer les otages et à répondre à une attaque de civils qui visait spécifiquement des civils absolument spectaculaire. Et j'en suis d'autant plus surprise qu'il y a encore aujourd'hui 3 otages français, dont on ne parle jamais, qui sont encore emprisonnés. Le président de la République lui-même a signé une tribune en disant « Je veux un cessez-le-feu et le retour des otages ». Oui, d'accord, sauf qu'aujourd'hui, il y a un groupe qui a l'occasion de pouvoir faire cesser le feu tout de suite, immédiatement. C'est pas l'Union européenne, c'est pas l'ONU, c'est le Hamas. Voilà, si le Hamas libérait les otages, dans la seconde, il y aurait un cessez-le-feu. Or, j'ai l'impression qu'on inverse toujours, dire qu'on a un pays qui aujourd'hui se défend, qui a pour objectif de détruire le Hamas et de libérer ses otages. Donc on va s'attaquer à ce pays et à aucun moment on ne parle de ceux qui sont responsables et qui auraient les moyens de faire cesser le feu qui est plus complexe que ce que vous semblez dire. C'est la question de la fin et des moyens. Il y a l'objectif, la libération des otages, et puis il y a les moyens mis en œuvre, et notamment les dégâts et ce bilan humain terrible. Mais je ne vous dis pas le contraire. Le problème, c'est que pourquoi aussi on a un bilan humain terrible ? C'est parce que le Hamas se sert de la population comme bouclier. C'est ça aussi la réalité. C'est qu'ils utilisent les pertes civiles. Ils espèrent des pertes civiles justement pour pouvoir faire valoir leur récit. Et donc moi, bombarder Gaza, c'est pas tomber dans le piège du Hamas ? Non mais excusez-moi, mais à un moment donné, vous avez un pays qui est menacé dans son existence même par un groupe qui est quand même classé terroriste en Europe, ne l'oublions pas, et on lui demande de ne pas se défendre. Moi, je suis désolée de vous dire que je trouve légitime qu'il puisse se défendre. Maintenant, évidemment, comme chacun d'entre nous, j'imagine, autour de cette table, je souhaite que le droit international puisse être respecté. Je souhaite évidemment que les victimes civiles puissent être le moins nombreuses possible. Enfin, je veux dire, ça me paraît la chose la plus évidente qui soit. Maintenant, je vous le dis, je ne crois pas du tout, contrairement à ce que j'entends toute la journée de la part de la gauche, qu'il y ait une intention génocidaire. Enfin, écoutons quand même le mot génocidaire d'Israël. Je ne crois pas que le but d'Israël dans cette histoire soit d'éradiquer le peuple palestinien. Un risque génocidaire. Le fait qu'ils ont quand même organisé ou souhaitent organiser un plan d'évacuation de Rafah en termes d'opération. Donc il y a manifestement des initiatives. C'est pas seulement la gauche, c'est aussi la Cour internationale de justice qui parle d'un risque génocidaire et qui demande à Israël pour essayer de limiter les pertes civiles. Il y a eu des initiatives pour essayer de limiter les pertes civiles. S'il y avait une intention génocidaire, il n'y aurait pas eu, me semble-t-il, toutes ces intentions qui auraient été mises en place. Mais sauf que vous l'avez évoqué, Israël se refuse toujours à respecter la résolution votée à l'ONU pour un cessez-le-feu immédiat. Il semblerait même que Benyamin Netanyahou ait fixé une date pour une offensive à Rafah. Si elle avait vraiment lieu, cette offensive, est-ce que ce serait la ligne rouge ? Mais c'est pas moi qui vais fixer une ligne rouge à un pays, excusez-moi, qui aujourd'hui est dans un défi existentiel. Je veux dire, qui est face à un groupe. Donc vous n'êtes pas du tout sur la même ligne que les Américains, qu'Emmanuel Macron, que l'Union européenne. Ça m'arrive assez souvent, vous savez, de manière décomplexée. Mais en l'occurrence, je considère que le Hamas, d'ailleurs, est aussi une menace pour la France. On oublie de le dire, mais je rappelle qu'au lendemain du 7 octobre, lorsque l'un des fondateurs du Hamas, depuis le Qatar d'ailleurs, fait un appel au djihad, eh bien la conséquence, c'est la mort de Dominique Bernard. Voilà. Donc moi, j'aimerais bien à un moment donné. J'entends les appels au cessez-le-feu de l'Union européenne et tout. Peut-être qu'il serait bien que déjà l'Union européenne arrête de verser, enfin en tout cas la Commission, des millions d'euros à l'université Cheikh Yassine du Hamas qui a été fondée justement par le fondateur du Hamas. Peut-être qu'il serait bien d'arrêter de financer une association qui s'appelle Islamic Relief dont les services de renseignement allemands ont révélé qu'elle finançait également le Hamas. Je veux dire, depuis des années, l'Union européenne, portée par la gauche d'ailleurs, parce que c'est quand même ça, soutient de manière directe ou indirecte le financement de ces organisations terroristes. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu des attaques de civils, il y a eu des viols, il y a eu des meurtres, et qu'il y a un pays aujourd'hui qui se défend. Peut-être y réfléchir avant. On rappelle juste, Marion Maréchal Le Pen, que le Hamas n'est pas toute la population civile palestinienne. J'entends bien. L'Espagne, l'Irlande aussi sont sur le point de reconnaître l'État de Palestine. Est-ce que la France doit faire la même chose ? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut voir dans quelles conditions. Moi, j'ai toujours défendu sur le principe le fait qu'il puisse y avoir 2 États, parce que ça me semblait être la solution la plus raisonnable pour arriver à une cohabitation pacifique. Le souci aujourd'hui, c'est que créer un État palestinien, pardonnez-moi, mais c'est créer un semi-État islamique. Aujourd'hui, vu la puissance de frappe et le soutien de la population au Hamas, on ne peut pas se permettre de créer un État palestinien tant que le Hamas n'a pas été éradiqué. Ou alors, dans ce cas-là, c'est mettre volontairement en danger, en effet,
fait l'ensemble de la zone géographique et Israël en particulier. Vous dites que tous les Palestiniens ne sont qui aura le pouvoir, du Hamas. Qui aura le pouvoir? Qui a gagné les élections? Qui a gagné les élections? Qui a gagné les élections à Gaza? Les dernières élections, c'est le Hamas. Voilà, donc c'est ce groupe terroriste. Donc moi je veux bien que vous créiez un État palestinien, mais si c'est pour créer un État terroriste, excusez-moi de vous dire que c'est pas dans l'intérêt d'Israël, mais c'est pas non plus dans l'intérêt de la France, vu que a priori ces gens qui font partie des frères musulmans veulent non seulement éradiquer Israël, mais aussi s'en prendre à l'ensemble des mécréants du monde et d'Europe. Marion Maréchal, on a quelques questions de politique française qui ont trait notamment à votre relation avec le Rassemblement national, dont vous venez d'une certaine manière. Jordan Bardella a dit cette semaine qu'il n'aurait peut-être pas rejoint le Front National de Jean-Marie Le Pen. C'est le signe de quoi, selon vous? Je ne peux pas commenter les phrases de Jordan Bardella. Non, mais est-ce que c'est le signe que le parti a changé? C'est à eux qu'il faut demander, pas à moi. Vous assumez tout l'héritage de Jean-Marie Le Pen? Je me suis déjà exprimé 500 fois sur cette question, je veux bien y revenir, mais moi j'ai rejoint le Front National quand j'étais adolescente et je n'ai aucun regret, parce que je considère qu'à l'époque c'était le seul parti qui était lanceur d'alerte sur tout ce que nous vivions aujourd'hui, et que Jean-Marie Le Pen a été de ce point de vue-là un précurseur sur la question de l'islamisation, sur la question de l'immigration de masse, sur la question du basculement civilisationnel. Et vous assumez tous les voilà. Maintenant j'ai eu des désaccords avec lui à plusieurs reprises, et je les ai exprimés publiquement, sans détour, y compris lorsqu'il était encore en politique et qu'il avait encore la capacité de répondre. Donc je crois que là-dessus il n'y a jamais eu d'ambiguïté. Marion Maréchal Le Pen, Benjamin Sportouche nous a rejoint. Il a été très attentif à notre entretien. Il a des questions précises à vous demander. Oui, bonjour à vous, Marion Maréchal Le Pen. Vous avez dit une petite précision tout d'abord qu'il y avait plus de migrants qui entraient en France que d'enfants nés en Europe. Que d'enfants nés en Europe. Il y a plus d'entrées légales et illégales aujourd'hui en Europe que d'enfants qui naissent en France. D'accord, ce que vous avez dit en France. Donc c'est bien. Voilà, donc on est d'accord. 330 000 entrées sur le sol français en 2022 contre 3,9 millions de naissances dans l'Union européenne. La correction est faite. Sur le pacte asile et migration, vous êtes donc contre ce pacte globalement voté hier. Le ministre de l'Intérieur italien de Giorgia Meloni, qui est votre allié, même modèle, Giorgia Meloni, l'a qualifié dans un communiqué, je le cite, de meilleur compromis possible qui garantira des frontières extérieures plus sûres et des expulsions plus rapides. Ce que je ne comprends pas, c'est que c'est le gouvernement Meloni qui dit faux dans cette affaire? Non, pas du tout. On est raccord d'ailleurs avec le gouvernement là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont voté tout ce qui était nocif dans ce texte, c'est-à-dire la répartition forcée des migrants et l'amende pour les pays qui refuseraient cet accueil. Et ils ont voté de manière favorable à ce qui permettrait... Donc c'est le meilleur compromis possible. C'est pas le meilleur compromis possible, parce que pour moi c'est très loin, on va dire, de ce que devrait faire l'Union européenne pour protéger nos frontières. On en a parlé très longuement tout à l'heure. Mais dans ce texte, il y a quelques mesures techniques qui vont dans le bon sens et il y a des choses qui vont dans le très mauvais sens, notamment la répartition des migrants. Et quand on regarde le vote aujourd'hui de Fratelli d'Italia, ils sont alignés là-dessus. Et en tout cas, j'imagine que quand il dit qu'il veut un meilleur compromis, c'est parce qu'en tant que gouvernement, ils ont essayé d'œuvrer, parce que la réalité, c'est qu'au début, ce texte était encore plus insatisfaisant, voire totalement toxique, et qu'ils ont essayé d'obtenir un certain nombre de choses. Quand on est au pouvoir, on fait des compromis, Marion Maréchal Le Pen. Marion Maréchal, le Frexit, c'est un mot tabou ou pas pour vous? Non, c'est pas un mot tabou. C'est pas un mot tabou. Moi, j'ai pas, on va dire, de blocage moral avec cette idée du Frexit. Donc vous pourriez demander à ce qu'on sorte de l'Union européenne. Mais c'est juste que... On n'a pas très bien compris. En fait, c'est vrai que Éric Zemmour est allé voir Nigel Farage à Londres. Il a salué son initiative du Brexit. Donc en fait, ça fait partie de votre programme. Non, pas du tout. Aujourd'hui, on ne propose pas du tout le Frexit. Moi, ce que je dis très simplement, c'est qu'aujourd'hui, je considère qu'il y aurait plus de handicap que d'avantages à sortir de l'Union européenne. Et je considère que ce n'est pas au moment où on a l'opportunité historique de faire basculer la majorité au Parlement européen, donc de changer de politique, qu'on doit sortir de l'Union européenne. Maintenant, moi je le dis très calmement, si d'ici, je sais pas, quelques années, on se rend compte que finalement la majorité n'a pas changé, que l'Union européenne est définitivement irréformable, que finalement il y a plus de désavantages à rester qu'à sortir, et que ce serait moins douloureux de sortir que de rester, oui, donc, pour l'instant, il n'y a pas plus de désavantages qu'on a convenu. J'ai pas un tabou, mais vous savez qu'il y a plus d'immigration aujourd'hui au Royaume-Uni depuis que l'Union européenne. Précision, donc à l'heure où on vous parle, je ne défends pas le Frexit. Et vous avez totalement raison, madame, pour une raison simple, c'est que le gouvernement conservateur n'a rien fait de cette liberté et n'a pris aucune des mesures qu'ils auraient dû prendre en retrouvant cette liberté. Mais moi, je suis totalement d'accord pour dire qu'aujourd'hui... C'est pas un mot tabou, on l'a entendu, c'est quand même important. Je ne pense pas un mot tabou. C'est pas dans mon programme aujourd'hui, mais c'est pas un mot tabou. Pour l'instant. Sur l'Ukraine, Marion Maréchal, vous ne voulez pas sortir de l'OTAN.
Non. Mais Éric Zemmour dit, lui, vouloir sortir du commandement intégré. Bah oui, mais alors vous aussi. C'est pas tout à fait la même chose. D'accord, mais donc on sort pas. Oui, mais c'est quand même l'instance principale et décisionnaire. Non, c'est pas tout à fait la même chose. Mais est-ce que c'est le moment? Excusez-moi, parce que en fait, là, l'idée, c'est aussi un acte qui a valeur symbolique. C'est-à-dire, l'objectif, ça n'est pas de sortir évidemment de l'alliance. Donc l'idée, c'est bien sûr de rester solidaire et de toujours travailler à cette interopérabilité sur le plan industriel de défense avec nos alliés, bien évidemment. Mais il s'agit de ne pas enfermer l'intégralité du dispositif de défense de l'Union européenne dans l'OTAN. Je crois que c'est quand même la vocation et le souhait de la France depuis très longtemps, d'ailleurs, quels que soient les gouvernements, de dire ne remettons pas l'intégralité de notre sécurité à l'Alliance Atlantique. Et donc, cette sortie du commandement intégré est une manière de dire que nous ne remettons pas intégralement de sécurité à cela. Vous le feriez là. Non, je ne dis pas que c'est forcément le moment opportun. Pas forcément. Donc tout dépendra. En l'occurrence, nous sommes actuellement avec la guerre sur le continent. Donc il faut choisir le moment opportun de le faire, que ce soit pas, parce que l'objectif, c'est pas que ce soit mal interprété par nos alliés. Si c'est vécu ou perçu comme une désertion ou un rejet de la France, c'est pas l'objectif. Enfin, dès 2022, il le souhaitait, Éric Zemmour, pendant la campagne présidentielle. Oui, sur la Russie, Marion Maréchal, comment vous qualifiez Vladimir Poutine? Est-ce que c'est un dictateur pour vous? Ah bah oui, en tout cas, il est à la tête d'un régime autoritaire. Ça, c'est indéniable, puisqu'en l'occurrence... C'est pas une démocratie autoritaire. Non, mais non, c'est pas une démocratie autoritaire. Parce que c'est ce qu'avait dit Éric Zemmour en son temps. Donc on se demande ce qu'il a voulu dire par là, c'est très simple, c'est qu'aujourd'hui, il y a des élections qui sont organisées en Russie, mais comme c'est un régime autoritaire, ce sont des élections viciées. Voilà, c'est tout ce qu'il a voulu dire. Non, il a dit qu'il voulait un Poutine français. Non mais d'accord, mais est-ce que vous pourriez remettre aussi les phrases dans leur contexte, au moment où elles ont eu lieu, c'est-à-dire bien avant la guerre, au moment où il y avait un rapprochement entre la Russie et la première fois que la Russie et l'Union européenne, où il y avait des démarches de la Russie justement pour se rapprocher de l'Occident. Enfin bon, je veux dire, soyons, si on veut être juste et exact, remettons les choses dans leur contexte quand même. Éric Zemmour qui a semblé dire d'ailleurs que ce patronyme de Le Pen, puisqu'on vous appelle Marion Maréchal ou Marion Maréchal Le Pen, ça ne vous dérange pas aujourd'hui, vous faites partie. Mais ça ne m'a jamais dérangé. Non, parce que comme vous aviez enlevé ce patronyme, on s'est interrogé à un moment donné. Mais je vais vous expliquer, je l'avais déjà expliqué sur votre plateau. Vous êtes toujours de la famille Le Pen. Et alors justement, a priori, oui, tout à fait, vous entendez bien avec votre compte. Mais justement, Éric Zemmour dit que ce patronyme vous empêche d'exprimer vos désaccords clairs sur le Rassemblement national, que vous n'avez pas la même liberté que lui, parce qu'eux ne leur doivent rien. Non, mais écoutez, déjà, sur ce patronyme, reprenons les choses, parce que je veux pas que ce soit perçu comme une honte de ma part. C'est juste que quand j'ai fait de la politique à 22 ans, c'était mon nom d'usage sur ma carte d'identité, donc j'ai pris ce patronyme qui avait une forte valeur symbolique politiquement, indéniablement. Et quand j'ai quitté la politique en 2017 pendant 5 ans, j'ai repris mon nom civil, qui était mon nom Marion Maréchal. Donc vous le gardez. Voilà, donc j'allais pas rechanger après, je trouvais ça compliqué pour les gens. Donc voilà, j'ai fait simple, on va dire. Et si Éric Zemmour est candidat en 2027, vous le soutiendrez quoi qu'il arrive? Mais bien sûr, mais là pour l'instant, quand Éric Zemmour est le candidat naturel d'ailleurs de notre camp. Marion Maréchal Le Pen, merci d'avoir été notre invité dans Demain l'Europe. Non, mais la précision a été donnée. Donc voilà. Ça vous fait plaisir. Voilà, tête de liste reconquêteuse européenne, invitée de Demain l'Europe. Merci Benjamin Sportouche, Anna Kowalska, Anna Navarro-Pedro et Audrey Tizon pour cette émission spéciale, prochain numéro de Demain l'Europe. Salut. Ce sera Léon Desfontaines, la tête de liste communiste aux européennes. D'ici là sur France Info, l'information continue.